semi-automatisé. Il comprend 4 LDE, une paillasse semi-automatisée, une EZ qui est qualifiée à 7 jours, 6 colonoscopes, 4 gastroscopes, 3 écho-endoscopes digestifs, 1 radial et 2 thérapeutiques, à ponction ou linéaire, comme vous les appelez, 3 bronchoscopes, 2 duodénoscopes et 2 cystoscopes. Donc, je vous laisse bien prendre toutes les petites notes, parce qu'il est important de savoir un petit peu le plateau que vous avez pour pouvoir répondre aux questions suivantes. Après, aux questions, je ferai quelques rappels, ne vous inquiétez pas. Donc, endoscope. À quel moment faisons-nous des prélèvements? Alors, en contrôle de routine, combien programmez-vous de prélèvements microbiologiques par an pour les endoscopes suivants? Donc, je rappelle qu'on a 6 colonoscopes, 4 gastro, 3 échos, 1 radial, 2 thérapeutiques, 3 bronchos, 2 duodénaux et 2 cystos. Donc, la première question, pour les 2 écho-endoscopes thérapeutiques de même famille stockés en EZ, combien de prélèvements effectuez-vous par an? Je vous affiche la réponse correcte. Donc, les résultats. Alors, qu'est-ce qui fait les statistiques? La réponse correcte, c'est 8. Donc, pourquoi 8? Eh bien, en fait, dans le guide, page 16, la fiche 5, il est marqué qu'on doit prélever les endoscopes dans les caractéristiques suivantes sont le fait qu'ils soient dans une E7 et le fait que ce soit des endoscopes complexes. Et il y a une trimestrielle. Donc, vu qu'on en a 2, voilà, c'est pas compliqué. Trimestre, hop, 8. Alors, même question pour les 2 écho-endoscopes thérapeutiques de même famille stockés, mais hors E7. Cette question-là, on ne va pas la faire, mais en tout cas, vu que vous allez avoir le support, vous saurez ce qu'il fallait répondre. Parce qu'on ne peut pas faire toutes les questions, il y en avait 23, donc on en a sélectionné quelques-unes. Voilà. Donc vous allez voir, je vais vous proposer d'autres questions. Pour les 6 colonoscopes de même famille stockés en EZ, combien de prélèvements devons-nous effectuer par an? Alors, la réponse correcte est 6. Et pourquoi 6? Eh bien, parce qu'on doit prélever un exemplaire de chaque famille d'endoscopes stocké dans le Z par trimestre.
Et au minimum, un endoscope doit être prélevé une fois par an. Donc, question 4. Pour un des deux cystoscopes du parc, combien de prélèvements devons-nous effectuer par an? Alors, un prélèvement. Et pourquoi? On doit effectuer, pour chaque endoscope, un contrôle annuel est à faire une fois par an. Au minimum, hein, si vous voulez prélever plus, mais au minimum, c'est une fois par an. Carole, est-ce que tu Oui, peux nous montrer les résultats des réponses? Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on les voit pour savoir si le public a bien répondu. réponses les plus fréquentes? Ouais, enfin, je sais pas les résultats. Oui. Ouais. Ah, merci, Carole. Tu vois, je sais pas pourquoi il veut pas me faire comme c'est souvent ça, on s'entraîne. Ah oui, c'était pas comme ça, mais bon. Non, il veut pas faire comme on a fait quand c'est moche. C'est moche. 50% a bien répondu. D'accord. Voilà. Je suis désolée, je sais pas. Pourtant, ce matin, je l'ai refait, ça faisait comme quand on s'était entraîné. Alors, là, alors, et si j'ai également dans mon parc un nasofibroscope sans canal, combien de fois je dois le prélever? Mais c'est ce petit appareil qu'on découvre au détour d'une porte. Habillé d'une gaine ou non, parfois. Ça donne rien, Et ben, à 67%, vous avez répondu zéro. Effectivement, quand il n'y a pas de canal, il est compliqué. On ne peut pas prélever un endoscope, en fait. Le principal, c'est que ce fameux nasofibro soit utilisé dans les bonnes conditions. Donc, alors, quelles sont les indications de réalisation de contrôle microbiologique d'un endoscope en dehors des contrôles programmés? Doit-on faire un contrôle micrologique de notre endoscope quand on qualifie un nouvel endoscope ou un nouveau LDE ou une nouvelle EZ? Au départ d'un endoscope prêté à un autre établissement, quand notre endoscope revient de maintenance ou d'une réparation, lors d'une alerte de matériaux-vigilance ou à réception d'un endoscope prêté par un laboratoire ou par un autre établissement. Donc, les réponses correctes sont quand on qualifie soit l'endoscope, soit le LDE ou soit le Z, en retour de maintenance ou de réparation, lors d'une alerte de matériaux-vigilance et à la réception d'un endoscope de prêt par un labo ou par un autre établissement. Et pourquoi? C'est les contrôles ponctuels, hein. C'est dans la fiche 8 du guide technique, page 20. C'est lors de l'acquisition ou la qualification ou près d'un appareil, lors d'une maintenance
ou d'un retour de prêt, lors d'une alerte descendante de matériaux-vigilance. Donc voilà, comme l'explique le guide. En fait, à chaque fois, on a mis le document sur lequel on l'avait trouvé les recos et la page. Comme ça sera plus facile pour vous pour trouver les choses. Donc ensuite, ça arrive régulièrement parce que le plateau technique, le personnel bouge énormément. Vous devez former une nouvelle équipe d'infirmières en endoscopie à la réalisation des prélèvements. Quel délai recommandez-vous entre la désinfection de votre endoscope et le prélèvement? Alors, première question. Pour les colonoscopes qui ne sont pas stockés en E7, vous mettez en heure, au bout de combien d'heures vous effectuez le prélèvement? Réponse les plus fréquentes. La réponse correcte, c'est 6 heures. Pas mal, 62%. Et ça, on l'a trouvé dans quel document? Dans le guide technique, la page 20, fiche 8, au moins après 6 heures de stockage. Alors, pour un gastroscope, lors d'une qualification de LDE, donc on le met dans le LDE et après l'avoir sorti, au bout de combien de temps il faut-il attendre pour le prélever? Alors, la réponse correcte, c'est 0. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, parce que vous êtes 38% avec cette réponse. Alors, c'est dans la norme des laveurs désinfecteurs, page 28, une analyse des échantillons prélevés immédiatement après la phase de rinçage suivant la désinfection, en fait. Vu que là, on vérifie vraiment le process du LDE, normalement, quand vous l'avez passé dans vos LDE et après il retourne en salle, il est immédiatement utilisé. On est bien d'accord. Donc là, il n'y a pas besoin d'attendre 6 heures. Parce que quand on le passe en LDE, en cours de programme, et après on le réutilise, on l'utilise tout de suite derrière auprès du patient. On n'attend pas 6 heures avant de l'utiliser auprès du patient. Donc, c'est tout de suite après le traitement en LDE qu'il faut le prélever. Voilà. Ensuite, la même question pour un cystoscope, au bout de combien d'heures après son traitement faut-il le prélever? Alors, 6 heures, c'est 50%, voilà. Mais en fait, c'est entre 4 et 8 heures. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que, en fait, c'est possible dès à 4 heures parce qu'en fait, maintenant, ça a changé. Parce que dans le guide technique, page 20, fiche 8, on disait au moins après 6 heures de stockage. Mais suite à la foire aux questions numéro 3, page 13, il nous parle d'une
d'une vacation. Alors, on estime qu'une vacation entière, c'est 8 heures. Donc, on estime, tu sais, 4 heures. Donc, voilà, on s'est dit, on peut aller jusqu'à 4 heures. Voilà. C'est donner une petite marge, on va dire. Mais ça, c'est selon les pratiques, l'architecture, où se situe votre plateau technique, où se situent vos salles, comment sont stockés vos cystoscopes. Tout ça, bien sûr, c'est en fonction de comment vous travaillez et comment vous savez que ça se pratique dans vos établissements. On est bien d'accord. Alors, au bout de combien d'heures on prélève, d'heures ou de jours? Allez. On prélève un bronchoscope stocké dans le Z du parc. Alors, je rappelle que votre recette est qualifiée à 7 jours. Alors, les réponses correctes sont 7 jours et 168 heures. Alors, on s'appuie sur quoi? Sur le guide technique, la page 20, la fiche 8. En fait, il faut être au plus près de la durée maximale de stockage recommandée. Alors, je sais que dans la pratique, c'est un peu compliqué parce que les endoscopes sont souvent retirés des armoires. En fait, pour pouvoir être au plus proche de la durée maximale de stockage, on est obligé de les bloquer en fait dans le Z. Hein, on est bien d'accord. Donc, on essaie d'être au plus proche des 7 jours pour notre set dans notre parc. Alors, architecture et prélèvement. Alors, la Alors, l'équipe doit prélever un bronchoscope. Quel canal ou canaux et où sont prélevés. Les canaux de gonflage et de dégonflage du ballonnet, je rappelle, nous sommes sur un bronchoscope. Le canal opérateur et d'aspiration. Les canaux RO, le grand canal et le canal auxiliaire. Ah, bah voilà, maintenant il veut. Ok. Donc, les réponses correctes sont le canal opérateur et d'aspiration. Et ben là, on voit, on a mis les schémas chez Pentax et chez Olympus. Comme ça, vous voyez les qui sont présents. Donc, voilà. Alors, l'équipe doit aussi prélever un gastroscope. Quel canal ou canaux où sont-ils prélevés? Alors là, nous sommes sur un gastroscope. Alors, on peut prélever le canal du midi, les canaux de gonflage et de dégonflage du ballonnet, le canal auxiliaire, mais certains modèles ne l'ont pas, les canaux RO et le canal opérateur d'aspiration.
Alors, les réponses bonnes, c'est le canal auxiliaire sur les modèles où il y en a un, bien sûr. Les canaux RO et le canal opérateur et d'aspiration. Le canal d'humidité n'est pas bien haut. Et gonflage-dégonflage, ça ne concerne pas le gastroscope. Donc, on vous a remis un petit schéma. Ça, c'est des schémas que vous avez à la livraison de vos endoscopes, hein, bien sûr, selon avec quel laboratoire vous travaillez. Alors, pour la réalisation des prélèvements. Alors, concernant le prélèvement, quelles sont les propositions justes? Il est conforme si pour prélever un colonoscope, j'ai injecté 200 ml et j'en récupère 180. Qu'après ce prélèvement, l'échantillon je l'envoie, l'acheminement de l'échantillon au laboratoire est réalisé dans les 24 heures à température ambiante. Il est réalisé de préférence à 2. Le liquide d'irrigation peut être de l'eau stérile à défaut du diluant neutralisant. Et il est conforme si pour prélever un cystoscope, vous avez injecté 100 ml de liquide et vous en avez recueilli 60 ml. Alors, les réponses correctes sont: il est conforme si pour prélever le colonoscope, j'ai injecté 200 ml et j'ai recueilli 180 ml. Et il est réalisé de préférence à 2. Alors ça, on a retrouvé les réponses dans le guide technique, page 21, la fiche 8. Il est conforme parce qu'on a récupéré 90% du liquide injecté. Donc, il faut la perte maximale acceptée est de 20%. Donc, on est bon, on a 90%. L'acheminement, en fait, il faut qu'il soit maintenu à une température de 5 degrés plus ou moins 3 dans l'attente d'analyse pendant une durée maximum de 24 heures. Donc, voilà. Parce que là, nous, on avait proposé de le conserver en température ambiante. Il est rasé de préférence à 2 personnes formées, hein, et c'est souhaitable. C'est pas toujours facile, on le sait, mais il faut s'y tenir. Le liquide d'irrigation peut être de l'eau stérile à défaut du diluant neutralisant. Ben non, l'eau stérile ne convient pas. C'est dans le guide technique, page 22, fiche 8. Et puis là, on reprend. Hein. Là, si on injecte 100 ml, on n'en recueille que 60. On a 60% de volume recueilli. Et on a dit que la perte maximale était de 20%. Voilà. Prochaine question. Quels sont les points critiques du prélèvement du duodénoscope? Alors, les points critiques. Qu'est-ce que j'ai fait? Je passé... Oui, c'est ça. Excusez-moi, je me suis perdue. Alors, c'est l'extrémité distale est prélevée avant les canaux internes. L'érecteur est mobilisé pendant le prélèvement de l'extrémité distale. Les surfaces extérieures de l'extrémité distale sont désinfectées. Les canaux prélevés sont notamment le canal opérateur aspiration et les canaux RO. Et les canaux prélevés sont notamment le canal érecteur si accessible et un canal auxiliaire. Alors, je sais que c'est beaucoup de questions, mais c'est un appareil très complexe avec un document qui fait référence qu'à son prélèvement. Hein.
Alors, les réponses correctes, elles sont correctes ou quoi? Alors, l'extrémité distale est prélevée avant les canaux internes. Alors ça, on le retrouve bien sûr dans l'annexe technique du duodéno, page 3 et 4. Le prélèvement de l'extrémité distale du duodénoscope doit être effectué avant le prélèvement des canaux internes. Logique, si on fait d'abord les canaux, ça coule au bout de l'endoscope et ça nous fausse le prélèvement de la partie distale. L'érecteur est mobilisé pendant le prélèvement, l'extrémité distale. Oui, on doit même le faire 5 fois, tout simplement parce que vu qu'il se mobilise, il y a des infractuosités. Souvent, c'est là-dedans qu'il nous reste des éléments qu'on ne devrait pas y retrouver. Ça veut dire qu'il a été mal pris en charge. Donc, c'est bien pour ça qu'il faut le mobiliser. Des fois qu'il y a des choses qui se décrochent. Et ça doit durer 30 secondes. Quand on fait les prélèvements, on trouve que c'est un peu long, certes, mais c'est ainsi qu'on doit le faire. Et puis, les surfaces extérieures de l'extrémité distale sont désinfectées avec l'alcool à 70 degrés modifié, des surfaces externes de l'extrémité distale. Tout est écrit. Et les canaux prélevés sont notamment les canaux opérateurs aspiration et non. Les prélèvements doivent concerner tous les canaux. Aspiration, biopsie, canal RO, canal érecteur, canal supplémentaire, type waterjet. Voilà. Donc on prélève tous les canaux. On a mis un petit schéma. Et avec cette partie qui est très complexe, compliquée à nettoyer. Et pour la nettoyer, et c'est très fragile. Comme vous le savez tous. Alors, pas celle-ci. Je passe, mais vous avez le support. Vous ne pouvez pas prendre toutes les questions. Votre café gourmand ne dure pas assez longtemps. Alors, super, je vais passer. Alors, quels sont les points pertinents à prélever dans les EZ? Alors ça, on se pose toujours la question. Le fabricant, il ne nous donne pas grand-chose. Alors, que choisissez-vous quand vous prélevez vos EZ? Les poignées de porte ou les poignées de bac, le sol des enceintes, le fond des bacs, le fond de l'EZ et les accroches tubulures, accroches endoscope. Alors, réponse. Les poignées de porte ou des bacs, le sol des enceintes, le fond des bacs et les accroches de tubulure. Ça, on n'a rien sur lesquels s'appuyer. On nous dit simplement dans le guide technique, page 23, le contrôle microbiologique des surfaces des œufs s'effectue avec quel type, avec la gélose, à quelle fréquence, nombre de points qu'on doit prélever, et puis les zones de contact avec les endoscopes. Enfin voilà, c'est particulier, on ne sait jamais trop. En fait, c'est celles qui sont le plus manipulées, en fait. 21. Quels sont les moments à privilégier pour effectuer les prélèvements de 7? Alors, en fin de vacation, juste après son bio-nettoyage, quand tout le monde est en salle de pause, très tentant. Quand il y a moins d'endoscopes dedans, et ce n'est jamais le moment.
Alors, en fin de vacation, comme ça, vous avez moins d'endoscopes dans le set, c'est plus pratique. Vous appréhendez moins le fait d'avoir des endoscopes et de pas le toucher avec vos avant-bras ou vos mains et avec l'appareil et la gélose. Et donc, quand il y a moins d'endoscopes dedans, quoi. Alors, c'est vrai que c'est jamais le bon moment, hein. Quand on nous voit arriver, ça râle toujours. Quand tout le monde est en salle de pause, ça c'est bien rare. Et juste après le bien nettoyage, il n'y a aucun intérêt parce que là, on est sûr que nos prélèvements sont bons. Alors, à moins que vous voulez, juste après le bio-nettoyage, avoir une valise, se dire que ben, quand le bio-nettoyage est fait, le bio-nettoyage est bien fait, donc on ne retrouve rien. Voilà. C'est seule indication pour lequel il est pertinent de le faire juste après le bio-nettoyage. Question 22. Concernant les prélèvements sur les laveurs désinfecteurs d'endoscope, les LDE, quelles sont les propositions justes? La surface de la cuve est prélevée, l'eau d'entrée et l'eau de rinçage terminal sont prélevées, les prélèvements sont mensuels, les prélèvements sont trimestriels et je dois disposer d'un document reprenant les recommandations techniques du fabricant. Alors, les réponses correctes sont l'eau d'entrée et l'eau de rinçage terminal sont prélevées de votre LDE. Les prélèvements, la fréquence est trimestrielle et je dois disposer d'un document reprenant les recommandations techniques du fabricant. Donc, dans la fiche 8 du guide technique, page 23, donc il est bien noté l'eau d'alimentation de la machine et l'eau de rinçage terminal et le rythme, c'est trimestriel. Voilà. Et on doit disposer du document reprenant les recommandations techniques du fabricant. Et bien ça aussi, c'est dans le guide technique page 25 et la fiche 9. Voilà. Ça, on se le procure auprès de notre biomédical. Eh bien, écoutez, moi j'ai fini les questions que Christelle avait retenues. Merci Carole. J'espère que ça a été utile. En tout cas, ça doit faire des révisions à tout le monde parce que c'est pas si facile de s'y retrouver. Et c'est d'autant plus difficile quand on n'a jamais travaillé en endoscopie. Oui. Je ne sais pas si Hervé, tu veux faire une petite remarque. Euh, Alors, j'essayais de relancer, alors soyez pas timide, hein, n'hésitez pas, hein, parce que Carole a fait, oula, a fait une présentation très pratico-pratique, donc c'est vrai que ça laisse peut-être les collègues sans voix, mais surtout, bah voilà, ça commence à venir. Euh, Moi, j'avais une question par rapport aux aisettes, parce que je ne peux pas résister de te la poser. Finalement, les poignées de la porte, elles n'ont pas vraiment d'intérêt, puisqu'elles sont Ah non, pensées. alors, de ton bac, parce que tu as tes portes en verre qui sont devant tes bacs. Tu sais, c'est des espèces de petites courbures qui sont dans le plastique. Ça, Ah c'est pas d'accord, mal, ok, parce que ok, au moins tu vérifies l'hygiène des mains. Normalement, tu dois te faire une hygiène des mains bien avant de sûr, prendre bien sûr. ton bac ou ton endoscope. On est bien d'accord. Moi, quand je parle des poignets, c'est pas les poignets physiques devant, tu vois. C'est D'accord, plutôt, d'accord, ok. c'est le derrière tes poignets, tu vois, toujours le petit mouvement sympathique, tu as toujours la porte qui te revient dessus quand tu es en train d'enlever ton endoscope. Donc moi, je pense plutôt ce niveau-là, quoi. Non, non, mais c'est bien le côté pratico-pratique du café gourmand, c'est qu'on va dans les précisions, effectivement, dans la Ça, gestuelle. Il y a la poignée qui permet de commencer l'ouverture de la porte, et après, ouais, on est parfois obligé de batailler avec ses ah avant-bras oui, même. avec les portes qui te retombent Et, dessus, quoi. et Puis du en plus, tu es coup, là, stressé, effectivement, on peut, voilà. voilà. Et en plus, tu es stressé parce que tu as, la sonnerie qui te dit que ta porte de 7 est ouverte, hein. Tu te On dépêches. on voit C'est que pas c'est du ça. vécu.
Alors, les questions, donc il y avait une question sur le LDE, mais ça a été répondu par une collègue, laveur désinfecteur d'endoscope. Ça, c'est notre dialectique et nos raccourcis Ah oui, effectivement, professionnels. je suis désolée. Question concernant finalement le prélèvement en pratique des pistons. Alors, moi, le prélèvement piston, comment vous dire? Jusqu'à maintenant, enfin, moi, je vous parle de mon expérience hein, et des discussions que j'ai avec mes établissements. Les pistons, alors, beaucoup ont de l'usage unique. Je dis, voilà. Parce que les pistons sont chers. Si vous les faites suivre avec l'endoscope dans les LDE et que après on vous dit, eh ben, une fois par semaine, il va falloir les envoyer aux autoclaves, ben, la désinfection chimique plus thermique, eh ben, vos bouchons, ils durent pas longtemps. Hein. On est bien d'accord. Et moi, le prélèvement, pour le moment, je vous avouerai que je me suis déplacée avec qu'auprès d'un de mes établissements qui a commencé à se pencher dessus. Mais au vu de l'infructuosité des pistons avec les ressorts, euh, le fait, bah, ça pistonne, hein, je suis désolée, le piston il pistonne, voilà. Donc ça rentre, ça sort. Enfin, à prélever, franchement, en dehors de le tremper dans la solution, moi sincèrement, je vois pas. Sincèrement, je vois pas. Non, mais Alors, je sais qu'il y a des sociétés, des organismes de formation qui commencent à proposer des formations sur les prélèvements des pistons. J'aurais bien aimé la faire hein, pour voir un petit peu ce qu'ils proposaient, mais à 300 € la journée, ça m'est compliqué. non, mais c'est vrai que pour avoir été confronté il y a longtemps à cette problématique sur le terrain d'un centre d'endoscopie, là où j'étais avant en établissement de santé, en dehors de faire une immersion Ouais. dans une solution de décrochage tamponnée effectivement et on ne Et sait puis de pas trop ce qu'on secouer. fait, quoi. Hein. Puis Puis de secouer. Hein. on secoue, alors on l'envoie. On a un truc de labo qui fait vibrer le pot de prélèvement. Voilà, on ne peut pas se niquer, donc enfin, c'est extrêmement compliqué et pas reproductible. Oui, oui, ça veut dire qu'on a des mouvements qui vont encore plus fragiliser nos pistons, qu'on a du mal à faire remplacer parce que ça coûte une fortune, quoi. Et puis la difficulté aussi par rapport à la ST, c'est combien de cycles de ST pour pouvoir remettre Supporter. en question les Oui. joints toriques. Qui remplace les joints toriques? Mm. Ça devrait être le biomédical, mais il a pas forcément le temps pour le faire. Enfin voilà, Mm. c'est d'une grande complexité. Donc ça me permet de faire un parallèle avec une autre question qui était finalement qu'est-ce qui doit figurer en termes de documents en endoscopie concernant les documents de référence, c'est-à-dire finalement pour ce qui est remis par le biomédical, en fait, qui devrait être partagé entre le biomédical et le service d'endoscopie. Oui. Bah, bah, les schémas qu'on vous a incorporés dans le support, toute mallette qui arrive avec un nouvel endoscope, vous avez les schémas hein, du labo dans ces fameuses mallettes. Alors souvent, des fois, on nous amène l'endoscope dans la mallette. On a beaucoup de chance déjà, on est bien d'accord. Les documents, bah, souvent, ils sont récupérés, mais il nous les faut. Hein. Il nous les faut parce que c'est comme ça qu'on sait réellement tous les canaux qu'il y a, la dimension des canaux, pour savoir si nos écouvillons qu'on a en salle de lavage respectent le diamètre de nos canaux, que ça, pour le nettoyage, enfin voilà. Ces documents, ça, il faut vraiment les avoir. Et accessoirement, moi, je les mettais dans les cahiers de vie de mes endoscopes. Comme ça, l'endoscope, on va dire P24, allez hop, et ben on prenait son cahier de vie, il y avait son manuel, on savait les canaux qu'il y avait, son schéma, les diamètres de ces canaux, donc on savait quel écouvillon on devait utiliser, voilà, et c'était beaucoup plus simple. Pareil pour le LDE, il faut connaître bah, la fiche technique parce qu'il y a tous les cycles. Et puis pour les nous arrivants, bah, ça veut rien dire. On monte rapidement parce qu'on est habitué à le faire, mais au moins la fiche du LDE, elle est pratique. Des fois, il y a des LDE selon les marques. C'est pas évident de faire le prélèvement d'eau de rinçage. C'est vraiment pas facile. Hein. En plus, il faut des éléments en plus qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser quand
lors de la désinfection des endoscopes. Donc, il faut connaître qu'il y a une toute petite tubulure qu'il faut brancher quand on lance le cycle 6. Donc, voilà. Les E7, c'est pareil. C'est intéressant. Il faut avoir la fiche technique d'utilisation de l'E7 parce que ça montre comment on l'utilise, pourquoi il y a une sonnerie et les défauts. Hein, parce que des fois, souvent, ça vous arrive pile poil quand il faut pas. Hein, quand vous êtes d'astreinte penseuse, vous arrivez, votre armoire est en alarme. Il faut avoir un minimum de choses de savoir pourquoi elle est en alarme. Et ça peut faire des modifications sur le programme du matin, on est bien d'accord. Et puis, souvent, ça vous arrive souvent entre midi et 2, et là, pas de biomètre. Donc, il faut avoir un minimum de documents pour pouvoir faire face aux problèmes techniques, parce que c'est plein d'appareils, hein, le plateau d'endoscopie. Hein. C'est pas ça qui manque. La logique, si je puis me permettre, c'est effectivement que chaque modèle d'endoscope, il y ait le manuel du fabricant dans le, le centre d'endoscopie, le bloc Oui, opératoire, peu importe, que chaque endoscope doit avoir un document de vie de l'endoscope pour la maintenance, l'envoi en réparation, la traçabilité des prélèvements, de surveillance, etc. mm, Il faut un plan d'action en fonction, mais là, où tu as complètement détaillé le rythme des prélèvements réglementaires annuels à effectuer, et puis effectivement les prélèvements au retour de maintenance, etc. Ça, c'est pour chaque endoscope. mm, Après, il y a une question sur la formation des personnels. Alors, je me permets pour les aides ou le laveur désinfecteur de rappeler qu'il y a une qualification qui doit être faite à l'installation, et après cette qualification technique de l'industriel, il y a une qualification opérationnelle qui doit comporter la formation oui, euh, des professionnels en charge de la conduite de ces appareils. Hein. C'est un peu comme pour les autoclaves dans les blocs opératoires oui. ou en PUI. Après, quelle formation spécifique pour les préleveurs? Et qui devrait prélever en fait? Parce que on a beaucoup de biohygiénistes dans l'auditoire, je crois, mais parfois, c'est pas les biohygiénistes qui font des Non, prélèvements. non, non, c'est vrai, ça c'est un vrai problème. Moi, j'ai découvert tout ce monde de préleveurs quand je me suis retrouvée au CEPIAS, hein, parce que moi, tout le temps que j'étais soit IBOD ou soit en EOH, on me prélevait avec notre référente d'endoscopie, où elles étaient deux au bloc à faire les prélèvements. En fait, s'était formé comme ça. Après, j'ai découvert qu'il y avait les labos qui venaient prélever. Alors souvent tout seul, le labo, pas forcément avec quelqu'un dans l'équipe d'endoscopie, alors qu'il est bien spécifié qu'il faut au moins quelqu'un qui connaisse l'architecture et l'utilisation de l'endoscope. C'est pas toujours évident, malheureusement, pour nos collègues des labos, ou soit c'est un prestataire externe qui fait les prélèvements, et souvent on n'a pas leur procédure de prélèvement d'endoscope. Et là, c'est un vrai souci, parce que quand on a des résultats qui sont pas conformes, on se remet toujours en question et on remet toujours en question en dernier notre prestataire externe. Et ça, c'est pas normal. Parce qu'à chaque fois, on se dit, bon, elle a une mauvaise hygiène des mains à la sortie de l'endoscope, il y a eu un problème dans son traitement dans le process et tout. Et on se rend compte qu'on n'a pas la procédure. Alors, souvent, nos amis de l'endoscopie sont là parce qu'ils attendent que l'endoscope soit prélevé pour pouvoir le retraiter derrière. Donc, elles jettent un coup d'œil pour voir dans quelles conditions sont prélevés les endoscopes. Mais pour ce faire, il y a des questions. Elles vont se dire, c'est bizarre, il n'est pas bien habillé. Mais quand on ne sait pas comment on doit prélever un endoscope, il faut avoir un référent en endoscopie ou quelqu'un qui soit présent pour veiller à ce que ça soit bien fait par nos prestataires externes. Alors là, il faut avoir une sensibilité à la chose et savoir comment il doit se faire. Donc, il faut avoir un. Après, il y a des protocoles qui circulent sur les prélèvements. Je sais que les prestataires externes ont du mal à fournir leur procédure de prélèvement. Alors, on a un commentaire, mais c'est logique, hein. Effectivement, les biohygiénistes, lorsqu'ils sont présents, ils assurent la totalité, je dirais, de l'acte, et du coup, ils sont formés. Effectivement, c'est le monde idéal. Mais tout le monde n'a pas malheureusement de biohygiéniste, et on le sait bien. Est-ce que la qualification de l'E7 est obligatoire et surtout en cas de déménagement,
une autre question qui est en lien. Est-ce qu'on doit requalifier les Z? Alors, moi, j'ai eu ce cas-là. On avait juste changé d'étage, hein. On a refait la qualif, hein. Bah, sur le plan réglementaire en assurance qualité, on distingue bien la qualification technique qui est faite au tout début par la livraison et par l'entreprise qui donne, enfin le labo qui donne l'appareillage, que ce soit un LDE ou une EZ. Et Ouais. après, la qualification opérationnelle s'intègre dans le réseau, Ouais. dans l'architecture, dans l'organisation du flux. Et donc, Mm. je suis tout à fait d'accord sur l'idée qu'il faut absolument requalifier de façon opérationnelle ce type de dispositif. Oui, parce qu'on n'est pas toujours sur la même boucle d'eau ou quoi que ce soit. Il faut faire très attention, hein. Oui, oui, puis c'est pas la même architecture, donc ça introduit des contraintes organisationnelles. Et la qualification opérationnelle, c'est vraiment en situation d'utilisation. Attention. Et ça, il faut bien le faire comprendre aussi à nos directeurs et Ouais. à nos biomédicaux qui parfois n'ont pas envie Et puis alors surtout les utilisateurs des endoscopes, hein, qui Ah sont bah oui. Ah oui, très oui, oui. pressés, forcément. Ça, on sait Non, non, bien. mais moi, je connais très bien la situation, hein. J'ai trois cliniques qui sont regroupées dans une même grosse. Et là, tout le monde, on fait la réunion et on me dit, mais Carole, ces appareils, on les utilise depuis des années, on les a en location. Je dis, oui, mais sauf qu'on va les mettre dans un nouveau bâtiment. Donc, on n'était même plus sur la même ville. Pourtant, c'est pas loin, hein, accessoirement. Je dis, non, on arrête. On est sur un nouveau plateau technique, on prélève tout. Alors les qualifications, effectivement, dans EZ ou qualif couple EZ endoscope. Bah, Bah, la logique, c'est de faire comme pour les LDE, on valide des couples. oui, Pas pour chaque endoscope et pour chaque famille, ouais. même concept, hein, si c'est Pentax et si c'est Olympus, si vous avez des parcs mixtes, ben, malheureusement, il faut valider chaque parc, enfin Voilà. chaque élément du parc. Pardon. Ouais, ouais, ouais. Ça fait énormément de prélèvements, hein. Ça Ah oui, fait oui. énormément de prélèvements. Et ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant, on a des tableaux partagés, hein. Enfin, il faut tendre vers les tableaux partagés. Partagés. Alors, quand je dis partagés, partagés avec le biomède, partagés avec le OH et partagés avec le plateau technique. Et que, quelle que soit l'absence de chacun et chacune, qu'on ait les résultats et que, concrètement, on sache si on peut utiliser ou pas l'endoscope. On ne se retrouve pas avec des endoscopes qui sont bloqués et qui gênent le bon fonctionnement du plateau technique parce qu'il n'y a qu'une personne qui reçoit les résultats. Ça, c'est Alors, terrible. je ne voudrais pas rater trois questions. Donc, il y avait une question sur les cystoscopes. Comment stocker un endoscope biologie entre la fin de la désinfection et le prélèvement? Dans un champ stérile. Bah oui. Dans un champ stérile. Moi, je ne supporte pas les trucs qui stagnent dans l'eau, hein. Ah bah L'eau, non. elle a une stérilité à un moment donné, hein. C'est pas pendant 12 heures, hein. On est bien d'accord. Non, non. Il se sèche avec des compresses stériles et il est dans un champ stérile. Absolument, absolument. Est-ce que non, ça c'est fait. Dans les Z, combien faut-il réaliser de prélèvements d'air par an? Alors, nous, on avait discuté, alors je ne saurais plus les marques, hein, de mes E7, hein, sincèrement, c'est pas le truc que je retenais, mais on faisait, alors ils nous faisaient la maintenance sur l'appareil une fois par an et nous, en fait, on faisait un prélèvement d'air par trimestre, mais c'est parce qu'on avait eu des soucis avec ce labo, donc on s'était imposé ça. Mais ça, c'est vraiment, comme je vous disais, hein, il faut avoir les recommandations techniques du fabricant. Il faut absolument se fier à la fois pour les EZ, les LDE et les endoscopes au manuel opérateur et aux qualifications qui sont demandées et au carnet d'entretien et aux procédures d'entretien des dispositifs. C'est leur responsabilité, hein. Je rappelle que c'est très clair dans les documents officiels. C'est pour ça qu'il faut vraiment les récupérer. Ah ben, c'est indispensable de les avoir à la fois au biomédical, mais également dans le centre d'endoscopie. Ouais, sans endoscopie et le OH. Parce que vu que c'est nous Ah, qui nous. Les OH, enfin, si tu as trois colonoscopes
Ouais, C'est un grand centre. C'est bien oui. parce que tu peux le partager. Voilà, Non, si tu mais en as tu que sais deux, que la pour TLD, priorité, j'ai envie de dire, c'est ouais, biomédical pour des raisons oui, évidentes oui, oui, de responsabilité et le plateau parce que c'est indispensable. En tant qu'ancien hygiéniste de terrain, on ouais. sait se déplacer pour consulter et faire l'exérèse. La formation, elle est indispensable, hein. Je ne sais pas si on a répondu à la question. La formation pour le prélèvement, non seulement il faut identifier qui le fait, mais avec le turnover, il faut s'assurer, quand les prélèvements sont faits par euh, des personnels du plateau technique d'endoscopie, et pas par, ou si c'est un prestataire extérieur, il faut absolument avoir un suivi et Mm. s'assurer qu'on connaît les procédures, mais ça, tu l'as déjà dit. Oui. Après, les formations au prélèvement, elles sont proposées par des sociétés de formation. C'est pas, c'est cher, hein, soyons clairs, mais c'est indispensable. Complètement. Et en tout cas, à chaque fois qu'on change de matériel, Mm. de parc, il faut absolument qu'il y ait un suivi. On avait à un moment donné, alors le on est un pronom stupide, hein, mais pour avoir participé à l'élaboration de documents, il avait été fait remarquer au niveau du ministère que ça serait quand même bien un jour qu'on ait un certificat, une habilitation à Mm. pouvoir utiliser l'endoscope. Il y a certains pays comme les Pays-Bas ou la Hollande où finalement vous avez une mise à disposition par un pharmacien responsable, comme de l'instrumentation de chirurgie, Ouais. une validation de possibilité d'utiliser tel ou tel endoscope, selon un programme. Bon, Ouais. la Mais conjoncture moi, je actuelle pense fait que ce sera il faut tendre à ça, hein, Hervé, parce qu'en endoscopie, on a de plus en plus d'actes invasifs, hein, qui évitent de grosses chirurgies maintenant. Et c'est des vrais actes chirurgicaux qui se passent à travers un endoscope, hein. Donc, c'est de plus en plus technique, de plus en plus fin et qui amène beaucoup de choses. Moi, je trouve que c'est un plateau qui va être en développement exponentiel, hein, l'endoscopie, hein. oui, on est bien d'accord. Après, si tu veux, c'est le problème du regroupement des plateaux, Ouais. de dispositions pour pouvoir prendre en charge 7Z 24/24 sur un Mm. plateau regroupé technique. Et voilà, il faudrait tendre vers ce type d'organisation, mais pour certains centres qui sont un peu démunis en termes de volume d'activité, c'est compliqué. Oui. Parce que, effectivement, en endoscopie, il faut quand même assurer aussi la sécurité des patients qui sont hospitalisés dans l'établissement, et donc on se doit d'avoir des endoscopes en permanence utilisables pour l'anesthésie, pour la réanimation. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus des propositions d'endoscopes à usage unique, Nietzsche. Ah oui, 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 oui. qui ne sont pas Bah, forcément la panacée, mais bon, ouais, qui permettent de rendre compte d'organisations sinon compliquées à mettre en œuvre. ouais. Écoute, je vois pas d'autres questions, sinon beaucoup de questions sur les EZ, mais effectivement, tu as répondu. Pour les prélèvements d'air, la fréquence, bah, c'est C'est le fabricant. référence le labo qui produit les ET et ses Mm. préconisations en lien avec le biomédical et parfois le pharmacien qui peut être responsable des fluides dits Oui. médicaux en lien avec le biomédical. Ouais. Donc ça montre bien que le travail ensemble EOH, utilisateur biomédical service technique, est Oui. essentiel pour ces plateaux de plus en plus modernes, de plus en plus invasifs pour avoir des traitements innovants et qui quand même servent beaucoup nos patients. Euh, Quand on voit les progrès qui ont été faits dans les 30 dernières années en endoscopie, il faut quand même aussi savoir reconnaître l'importance de ces actes C'est diagnostiques et thérapeutiques de plus en plus, comme tu l'as souligné. mm. Bon, Oui, après, les EZ, il y en a beaucoup qui disparaissent parce que maintenant, on fait le stockage avec le plasma, hein, qui est d'une facilité sans nom et qui est super pratique, hein. Ça révolutionne quand même pas mal, hein. Ça prend moins de place et au niveau énergie, ça mange beaucoup moins d'énergie que nos œsettes. Et au moins, l'endoscope qui doit être tout le temps prêt pour les intubations difficiles ou à l'entrée de la réanimation, toc, il est dans son petit sac, il est stérile, on peut le conserver le nombre de jours qu'on a défini, c'est vraiment super bien. Et puis leur système pour sécher aussi l'endoscope, c'est pas mal, c'est pas mal.
Je n'ai Alors, pas cité de mots, je n'ai pas cité de marque. on a des professionnels biohygiénistes probablement qui répondent dans le chat à notre place. Et oui, effectivement, je confirme que tout ce qui va être fait pour des qualifications opérationnelles sont pour les qualifications opérationnelles et ne remplace pas les prélèvements réglementaires de surveillance annuelle. Donc ces deux, et tu l'avais souligné tout à l'heure dans le WCLAP, ces deux démarches différentes, parallèles, complémentaires et indispensables. Je tiens à, parce qu'il est déjà 15h06, donc je suis gardien du temple un petit peu avec Oui, Christelle. En tout cas, un grand merci, c'était dense, complet, et puis bah, vous pouvez toujours nous écrire au niveau du CPAS Île-de-France, en particulier à l'équipe appui ou à Christelle, peu importe, ou contact, mais passez plutôt par le mail de l'équipe appui qui est disponible sur le site. Si vous avez des questions auxquelles nous n'avons pas répondu, ou d'autres questions qui vous reviennent après avoir revisionné le webinaire qui sera mis en ligne. Alors on s'excuse, on a eu un petit peu de retard pour mettre en route l'enregistrement. Il n'y aura pas la présentation de Carole, mais je pense que tout le monde connaît Carole maintenant. Et puis la présentation sera disponible sur le diaporama très complet parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu être abordées sur 1 heure et que vous retrouverez dans ce diaporama qui avait été présenté dans les formations spécialisées SF2H l'année dernière, je crois, à Nancy, oui, si je me allons-y. souviens bien, et qui avait eu un grand succès. Donc merci aussi à la SF2H d'avoir autorisé Carole. Mais c'est vrai que c'était tout naturel parce que notre objectif aussi avec la SF2H et avec les CEPIAS, le réseau des CEPIAS, puisque là c'est une démonstration, on essaye d'ouvrir le plus la porte possible à nos collègues spécialiste en région de ces problématiques-là. Et c'est toujours un plaisir d'accueillir les collègues, qui soient du Grand Est ou d'autres régions, bien sûr. Et merci à Christelle de nous avoir soufflé l'idée au niveau de l'équipe appui d'inviter Carole, que j'apprécie à chaque fois que je travaille en me rapprochant d'elle. On a souhaité vous en faire profiter. Un grand merci, Carole, encore une fois, et merci à Christelle pour l'idée. Et merci à vous pour la participation. On a vu qu'il y avait beaucoup de biohygiénistes et c'est vrai que je pense qu'il faudrait qu'on ait une réflexion au-delà de notre cercle et avec la SF2H sur la place que devraient tenir les biohygiénistes en lien avec les EOH parce que c'est vraiment des professionnels totalement intégrés qui devraient être totalement intégrés dans les EOH avec nous pour améliorer les pratiques et la sécurité des soins sur ce type de plateau très technique. Alors, Tout à bon fait d'accord. après-midi à tous. Je ne sais pas, Merci à Merci. Christelle, si tu tous. veux conclure de ton côté. Non, non, j'ai rien à rajouter. Les discussions étaient très intéressantes et vous retrouverez le diaporama et l'enregistrement sur notre site CEPIAS. Merci à tous. Bonne fin de Merci. journée. Au revoir. Au Merci revoir. Carole.